Diable Jump. J'ai toujours un peu redouté le moment où One Piece allait arriver aux sujets les plus délicats, le genre de sujet qui te fait comprendre qu'Oda arrive doucement sur la fin de son œuvre. Ces sujets-là comprennent donc la découverte et la lecture de poneglyphes, les armes antiques, mais surtout Lady et Raftel. Quand ces mots sont évoqués, ce sont plus de 20 ans d'histoire qu'Oda a mis en place qui se révèlent tout doucement. Le chapitre 957 de One Piece fait partie de ces rares moments où nous pouvons entrevoir la fin de l'œuvre, car ces fameux sujets sont donc évoqués. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour traduire mon sentiment et mes théories liées à ces révélations pour vous faire comprendre, si ce n'est pas déjà le cas, à quel point il marque un tournant majeur de l'histoire. Avant la grande analyse, remontons-nous dans le contexte du chapitre. Tout commence sur une vision des amiraux. Un discours entre Fujitora, blessé de ses derniers combats, et Akainu au sujet des Rocks. L'alliance entre Big Mom et Kaido provoque un véritable cataclysme car elle représente les vestiges d'une ère passée, une ère qui a nécessité de nombreux sacrifices moraux pour y mettre fin. On en vient donc au sujet principal, au pourquoi du comment, l'origine des Rocks et des pirates. C'était il y a de ça des décennies, quand les Rocks se sont formés sur la fameuse île aux pirates nommée la Ruche. Oui, cette même île sur laquelle se trouve Barbe Noire, apparue au chapitre 925, l'île typique du pirate et de leur passe-temps favori. Vous allez voir que ce lien avec Barbe Noire ne fait que commencer et sera même le sujet principal de cette vidéo. Sur cette île s'est donc rallié les plus puissants pirates connus à ce jour. Big Mom, Kaido et Barbe Blanche qui étaient encore que de jeunes rookies. À ça, d'autres noms très connus se sont rajoutés comme Shiki alias le Lion d'Or ou encore Captain John. Et des noms un petit peu moins connus comme Hache d'Argent ou Wang Zi qui auront quand même leur très grande importance dans cette histoire. Le capitaine de cette bande avait l'ambition de devenir maître du monde. Loin du désir de seulement être roi des pirates, c'est d'avoir le monde à ses pieds qui l'intéressait. De très nombreux massacres et événements cachés par le gouvernement ont comme origine les Rocks, et ça vous le comprendrez encore mieux plus loin. Seulement voilà, ce qui devait arriver arriva et le règne des Rocks prit fin sur une île au nom particulièrement évocateur, God Valley. Celui qui en était à l'origine, Garp, renommé héros de la marine après cet événement, n'a cependant pas pu se vanter d'une seule chose, son alliance avec des pirates et la protection des dragons célestes ainsi que de leurs esclaves. Les pirates n'étaient pas n'importe lesquels puisque c'est le grand Goldie Roger qui s'est joint en personne à son ennemi mais à la fois allié, Garp, pour mettre un terme à la folie sanguinaire des Rocks. L'événement est déjà en soi ce qu'il y a de plus incroyable, quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé même dans nos rêves les plus fous, une alliance entre deux éternels rivaux comme eux. Mais ce qui est encore plus fou, c'est là où Oda nous a discrètement donné les infos finales de One Piece. God Valley, le lieu où les Rocks ont pris fin. Cette île aurait donc tout bonnement disparu, sans laisser de traces, là où les Tenryubito vivaient pourtant avec leurs esclaves. Vous savez très bien quoi je pense, et nous ne pouvons qu'être sur la bonne voie. Mais attention, une fois de plus, gardons ça pour plus tard, je vous donnerai plus d'explications. Rox, répondant au nom de Rox dit Xebec, mais qui se prononce Chebek, a donc touché certains tabous et a été finalement tué par Roger et Garp. Son histoire est désormais rayée et le personnage méconnu de ceux n'ayant pas vécu à cette époque. Pourtant il est beaucoup plus présent qu'on pourrait y penser dans l'histoire actuelle de One Piece à travers un seul et même homme qui est là pour perpétuer sa volonté. S'ensuit une révélation de toutes les primes des grands de ce monde et du monde passé. Nous connaissions déjà celle de Barbe Noire, mais celle de Shanks a été révélée. 4 milliards 48 millions et 900 000 berries. La deuxième plus petite prime des empereurs puisque devant lui reste Big Mom. 4 milliards et 388 millions de berries. Suivi de Kaido aux 100 bêtes. 4 milliards 611 millions et 100 000 berries. 15 milliards 295 millions 600 000. C'est le chiffre lorsqu'on cumule la prime de tous les Yonko réunis. Un montant astronomique qui n'est pas atteignable même si on cumule toutes les autres primes existantes dans l'histoire. Et pourtant ce montant va encore bien changer puisque comme l'a dit Brand New, si Kaido et Big Mom venaient encore à faire des siennes, leurs primes vont elles aussi augmenter de façon significative. Cependant, deux autres primes sont aussi révélées, les plus importantes de toutes. Celle de Barbe Blanche et Goldie Roger qui trônent au sommet avec respectivement 5 milliards 46 millions de berries et 5 milliards 564 millions 800 000 berries. Un moment plus qu'incroyable puisqu'après des années d'attente, nous avons enfin la vérité dévoilée sur les primes des deux plus puissants pirates de One Piece. Nous concluons cette rétrospective avant de passer aux théories par l'arrivée d'Akainu, interdisant catégoriquement de toucher à Wano Kuni alors même que le sujet n'était pourtant pas sur le tapis. Cette réaction en dit long sur la relation qu'entretient l'amiral en chef avec ce pays puisqu'il s'agirait, tout en étant parfaitement théorique, de sa patrie originelle. Chose qui se confirme plus ou moins au fil de la discussion quand Oden Kozuki est mentionné avec le regard suspicieux de Sengoku sur Akainu. Nous en venons enfin à la partie principale, l'analyse complète de chaque petit détail. Ce chapitre a répondu à quasiment toutes les questions concernant les Rocks qui ont pu être posées au chapitre 907, il y a de ça plus d'un an. Les seules informations dont nous disposions jusqu'à aujourd'hui étaient que les Rocks ont régné sur les mers avant l'ère de Roger, que l'équipage comprenait des monstres tels que Kaido et Big Mom et que leur capitaine a été vaincu par Garp, ce qui lui a octroyé ce titre de héros
de la marine. Par la suite, de nombreuses théories ont fusé sur l'appartenance de certains pirates connus de nos jours à cet équipage, notamment Shaki, Miss Baki et même Barbe Blanche. Et justement, ce fameux Barbe Blanche nous intéresse aujourd'hui, puisque dans les multiples relations que nous avons pu avoir, il en faisait bel et bien partie. Lui aussi, mais pas seulement, puisqu'on nous dévoile le nom de 4 autres pirates, dont 2 très bien connus. Shiki le Lion d'Or, Captain John, la Hache d'Argent et Wang Zi. Hache d'Argent et Wang Zi sont des noms pour le moment inconnus au bataillon. La seule information que l'on peut tirer de leur nom est que Hache d'Argent est une espèce de poisson abyssal, il s'agit donc là peut-être d'un très puissant pirate homme-poisson, tandis que pour Wang Zi c'est beaucoup plus concret puisqu'il s'agit là de base d'un pirate ayant réellement existé. Pirate japonais qui plus est, et dont nous pouvons relier cette fois-ci à Wano Kuni. Wang Zi serait donc lui aussi originaire du pays des samouraïs et aurait rejoint les Rocks, soit durant leur venue sur Wano Kuni, soit en s'étant fait déjà une réputation sur les mers puisque le véritable Wang Zi fut un temps considéré comme le roi des pirates. Peut-être donc un futur personnage particulièrement puissant et important pour la suite. Shiki et John, eux, sont des personnages très connus puisque le premier est l'antagoniste principal du premier film One Piece que Oda écrit, Strong World, et maintenant que nous relisons sa conversation avec Barbe Blanche dans le chapitre 0, on comprend mieux comment les deux se connaissent et pourquoi Shiki se réjouit de la liberté que lui procure la mort de Roger, car c'est justement ce même Roger qui a détruit son équipage et vaincu son capitaine. Le deuxième est à l'origine du grand trésor que recherche Baggy, le trésor du capitaine John. Ce personnage, nous l'avons vu à l'état de zombie sur Trailer Bark après que son cadavre ait été récupéré par Moria. Une chose est très ironique car son histoire se lie parfaitement à l'origine des Rocks. Je vous ai dit précédemment que les Rocks se sont formés sur une île où le meurtre entre compagnons était courant. Vous savez comment est mort John? D'une mutinerie. Il a voulu garder tout son trésor pour lui et son équipage s'est rebellé en le tuant. D'ailleurs, les lames plantées dans son corps sont celles de ses anciens Nakama. Oda, je prends un ton assez solennel depuis le début de la review car j'ai pas envie de faire trop le con, mais t'es un putain de génie. Le plat de résistance est enfin là. Le capitaine de cet équipage apocalyptique a été dévoilé. Rox dit Xebec, prononcé Chebek. Son prénom est allé jusqu'à me dévoiler un lien incroyable qu'il peut tenir avec Barbe Noire et pourrait expliquer l'intégralité de l'intrigue autour de l'ennemi final de Luffy. Grande nouvelle, il fait aussi partie de cette mystérieuse famille des Di, ce qui aura une importance plus que cruciale pour la suite, et tout comme n'importe quel Di dans One Piece, ses ambitions dépassent le commun des mortels. Nous apprenons que Rox voulait non pas devenir roi des pirates ou plus grand épéiste au monde, non, il voulait conquérir ce monde, le dominer et en être le maître. Tant de révélations donnent encore plus l'impression qu'Oda souhaite précipiter la fin de son œuvre en commençant à dévoiler tous ses plus grands secrets. Car oui, comme je viens de vous l'annoncer, le nom de ce capitaine légendaire m'a paru extrêmement familier et très lourd de sens. Laissez-moi vous expliquer. Chebek n'est pas un prénom très commun, mais surtout il fait référence à une catégorie de bateaux. En effet, le Chebek est un petit bateau méditerranéen utilisé au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous en avez forcément vu quelque part, que ce soit dans un livre représentant la piraterie ou le commerce et les carnavals de cette époque. Bref, maintenant que vous avez conscience de ça, dites-vous que dans One Piece, Oda réutilise de nombreux modèles de bateaux connus du monde entier. Du Drakkar Viking en passant par le légendaire Hollandais volant, les références y sont plus que nombreuses. Et le mot Chebek a lui aussi été dévoilé dans One Piece, bien avant ce chapitre. Vous ne savez sûrement pas car cela n'a pas été dit directement ni dans le manga ni dans l'anime, mais plutôt dans les databooks officiels Vivecard. Un personnage à la puissance redoutable et au crime impardonnable possède un navire appelé Saber of Chebek, littéralement le sabre de Chebek. Ce personnage n'est autre que le 4e et dernier empereur en date, Barbe Noire. Marshal D. Teach avait au début un vieux radeau qui fut détruit à de nombreuses reprises et qu'il nommait Maruta Bune. Après l'ellipse, il s'est fait construire un véritable bateau tout en gardant le même esprit rudimentaire que le premier. Et ce nouveau bateau a donc pris le nom de Sabre de Chebek. Mais alors quel lien entre Barbe Noire et le capitaine des Rocks? Après tout, outre cette référence sur le bateau, les Rocks ont débuté sur une certaine île aux pirates nommée la Ruche, île introduite en même temps qu'Oda a introduit Barbe Noire dans le Nouveau Monde, puisque c'est cette île que Teach contrôle désormais, la Ruche. Deux liens d'une importance capitale ne faisant que confirmer cette première impression. Mais alors pourquoi Teach aurait-il pris le nom de Chebek pour son navire et pourquoi la même île? De mon point de vue, la notion de sabre dans Sabre de Chebek peut signifier qu'il s'agit de sa main exécutrice. C'est Teach qui va accomplir ce que Rox n'a pas pu accomplir, gouverner le monde et en devenir le maître. Les ambitions de Teach ne s'arrêteront pas à être simplement roi des pirates, mais plutôt de se retrouver au sommet de n'importe quelle instance mondiale. Vous vous rappelez de cette histoire de volonté, celle que Barbe Blanche même dévoilait en parlant de la volonté d'Ace et de Roger? Pour rappel, dans un flashback, Roger a dévoilé la véritable signification de la lettre D à Barbe Blanche, car celui-ci avait dans son équipage un pirate la possédant aussi, Teach. La scène juste après ce flashback est un Barbe Blanche disant que celui que Roger attendait n'était pas Teach, et que sa volonté sera héritée jusqu'au jour final. On peut en conclure aisément que Roger a dit donc deux choses extrêmement importantes. Premièrement, il attend quelqu'un et ce quelqu'un est un D, car d'après les mots de Barbe Blanche, l'homme que Roger attend ce n'est pas toi Teach. Pourquoi pas Marco dans ce cas-là? Ou Vista?
Non, il lui fallait un Di, et c'est pourquoi Barbe Blanche a eu cette réaction à propos de Teach, car c'était le seul Di de son équipage. Deuxièmement, il parle d'héritage. Tout comme ceux qui portent la volonté de Roger, quelqu'un héritera un jour de la volonté d'Ace. La volonté et la lettre Di sont deux choses extrêmement liées, et c'est pourquoi Roger a dû en parler à Barbe Blanche. Il attend quelqu'un, un Di qui portera la volonté de Roger. Tout comme Ace portant cette lettre verra un jour quelqu'un hériter de sa volonté. Donc chaque personne à la lettre Di, lorsqu'il meurt, lègue cette volonté à un futur autre Di. Alors que la volonté de Roger a été héritée par Luffy, celle de Rox, qui a été la conquête ultime du monde, a été héritée par un seul et unique personnage, Marshall D. Teach. Nous y sommes. Enfin, chaque Di a sa propre volonté, a sa propre histoire. Celle de Teach serait donc liée à celle de Chebek. Ne pensez pas que le nom du bateau et le prénom de Rox est un pur hasard. Il n'y a pas de hasard avec Oda et ces deux personnages ont énormément de chances d'être liés. Et concernant l'île, c'est ici que tout a commencé. C'est ici que Rox a recruté son équipage pour dominer le monde. Et c'est désormais ici que Barbe Noire réside en tentant de recruter encore plus de pirates, comme il a essayé de le faire avec Moria. D'ailleurs, Moria pourrait faire partie de son plan, puisqu'il a la capacité de faire revivre les morts. Qui nous dit que Barbe Noire ne voudrait pas faire revivre le capitaine des Rox, Chebek, grâce à Moria? On pourrait déjà s'arrêter là dans cette théorie, mais ce n'est pas tout, bien au contraire. L'un des événements primordiaux de ces 40 dernières décennies a été l'incident de God Valley, lieu où le destin de Garp, Roger et Chebek s'est croisé. Le combat à God Valley a une symbolique des plus importantes qui résonne encore aujourd'hui. Elle n'a jamais été tant d'actualité car elle représente un schéma qui sera à nouveau au centre de l'attention mondiale. En effet, le combat de Chebek contre Garp et Roger met avant tout en scène le combat de 3 Di. 3 membres de ce légendaire clan aux ambitions totalement opposées. Aujourd'hui, si on en suit ma théorie, Marshall T. Teach est celui ayant hérité de la volonté de Chebek, tout comme Monkey D. Luffy est celui ayant hérité de la volonté de Roger. Dans cette équation reste Monkey D. Garp. Mais qui pourrait bien hériter de sa propre volonté? Qui pourrait représenter la marine accompagnant un futur roi des pirates contre celui voulant devenir maître du monde? Celui dont la volonté a toujours été sa principale qualité, celui qui a été entraîné par Garp, pour aujourd'hui faire partie de la grande force de la marine en grimpant les grades, comme personne d'autre, Kobe. Il est le premier que Luffy a croisé et le premier dont il a changé l'avenir. Leur destin se croise encore par moments, mais on sait pertinemment qu'il atteindra son paroxysme à la fin de l'œuvre. Kobe pourrait donc, si on suit ce schéma, être celui qui héritera de la volonté du Di par Garp, et sera celui qui se battra aux côtés de son ennemi mais à la fois ami, Luffy. Ces deux personnages seront là pour servir de barrage à la folie furieuse de Barbe Noire, et l'incident de God Valley, datant de plus de 38 ans, aura l'impression de vivre un renouveau. J'ai dit il n'y a pas si longtemps que les marines se rallieraient avec les Mugiwara, et même que Garp prendrait part au combat, tout ça pour combattre Kaido et Big Mom. Aujourd'hui, nous apprenons que c'est déjà arrivé par le passé, avec une alliance des plus improbables, mettant en scène Garp et Roger contre Chebek. Ce scénario pourrait donc d'après moi se reproduire face à Kaido et Big Mom, dernier représentant de l'équipage des Rox, contre Luffy, accompagné de la marine, éventuellement son grand-père et Kobe. Mais attention, cette île est pour moi la plus grande révélation du chapitre, voire même de l'histoire. Outre le combat qui s'y est déroulé, ce sont les origines de cet endroit qui m'intéressent. C'était le lieu où vivaient les dragons célestes et leurs esclaves, une île qui a disparu après ce combat légendaire. Outre la référence parfaite à la vallée des dieux mexicaine, assez prononcée, surtout sur le visuel, cette île me fait penser à une autre île mystique, légendaire mais surtout fictive. Raftel. Au chapitre 818, Inuarashi nous explique que pour atteindre cette île, ils doivent récupérer 4 rods poneglyphes donnant chacun une position et révélant ainsi son emplacement. Aujourd'hui, près de 150 chapitres plus tard, bien que le nom de Raftel ne soit pas mentionné, sa représentation visuelle reste la même. Raftel? God Valley? Imaginez juste 2 secondes. La vallée des dieux sur laquelle les Tenryubito détenaient en esclavage de nombreuses personnes, une île qui a disparu sans laisser de traces juste après toute cette histoire, la ressemblance avec Raftel, une île n'ayant laissé aucune trace sur les mers, est plus que flagrante. Je vais vous dire la vérité, normalement il est impossible que God Valley soit Raftel, pour des raisons évidentes, mais déjà simplement par le fait que seul Roger a mis le pied sur cette île, ce qui lui a valu ce titre de roi des pirates. S'il se trouve que God Valley était Raftel, alors son titre n'est pas légitime, puisque les dragons célestes officiaient déjà là-bas. Par contre, rappelez-vous d'une autre chose. Durant la flashback de Robin, le professeur Clover a expliqué avoir trouvé l'identité d'un ancien royaume qui avait été détruit par le gouvernement mondial. Alors qu'il allait donner son nom au monde entier, le gouvernement a ordonné de l'exécuter, nous empêchant ainsi de connaître sa véritable appellation. Et si c'était God Valley? Après tout, cette ancienne civilisation dont parlait Clover possédait les armes antiques, les fameuses armes antiques qui portent aujourd'hui le nom de Dieu. La vallée des dieux serait l'île où vivait l'ancien royaume contre lequel le gouvernement se serait rebellé, et aurait par la suite réduit en esclavage les habitants survivants. Et à ça on en revient au propos de Sengoku qui a dit quelque chose à propos de Chebek. Il a touché du doigt certains tabous, sûrement car il s'est rendu sur l'île où le gouvernement réduisait en esclavage ceux de sa patrie, les Di.
la partie de l'histoire que le gouvernement veut cacher, le fameux siècle oublié. Le clan des Dee qui vivait très loin comme ce que rapportait Doflamingo aurait vécu sur God Valley, là où le gouvernement les a réduits en esclavage. Et ironiquement, le destin de cette île a changé grâce à 3 Dee, Garp, Roger et Chebek. Mais alors pourquoi Garp et Roger n'ont pas laissé faire Chebek dans sa destruction des dragons célestes? Parce qu'il aurait tué les esclaves, et les esclaves seraient donc les descendants de leur patrie. Une vieille théorie disait que les Dee auraient été réduits en esclavage et que cette fameuse lettre représenterait simplement le mot Dorei. Dorei signifiant esclave en japonais. Les Dee seraient donc esclaves. God Valley, l'ancien royaume, ça tient énormément. Mais il y a encore des faiblesses scénaristiques car la représentation qu'on nous fait de l'ancien royaume ne ressemble pas exactement à God Valley. Cependant, nous tenons une piste certaine. Si cette île est disparue de la carte, c'est pour une bonne raison. Serait-ce parce que le gouvernement veut la cacher ou parce qu'elle a subi un déplacement comme Jai avec le Knock Upstream? C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais il est très probable que le destin de cette île et son histoire soient liés aux Dee et au siècle oublié. La mention de Dieu, les armes antiques ayant un nom divin. Cette île doit comporter un secret que le gouvernement cherche jalousement à cacher. Et la seule chose que le gouvernement cherche réellement à cacher, c'est l'histoire du siècle oublié. Ça reste encore à creuser, forcément, on ne peut pas dévoiler ce genre de mystère en l'espace d'une journée et sera l'objet d'une théorie sans doute bien plus complète sur la chaîne à l'avenir. En tout cas, concernant la partie des Rocks, je pense avoir fait le tour et j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, il reste encore beaucoup de choses à dire sur les primes et la situation de la marine. Parlons donc rapidement des primes. Nous avons enfin la révélation de toutes les plus grosses primes du monde de One Piece. Tous les empereurs ainsi que Barbe Blanche et Roger voient leurs primes dévoilées. On ne sait pas de quand elles datent, si elles sont récentes ou pas. Celles de Barbe Blanche et Roger sont forcément assez vieilles puisqu'ils sont déjà morts depuis plusieurs années, mais les autres Yonko peuvent avoir une prime un peu plus récente. L'information intéressante est que Shanks n'est Yonko que depuis 6 ans. Donc lorsqu'il a débarqué sur le village de Fuchsia et qu'il a rencontré Luffy, à ce moment-là, il est encore très loin de prétendre à ce fameux titre. La question désormais est que faisait-il sur le village de Fuchsia? Et le fait qu'il détienne la plus faible des primes vient sans doute, non pas de sa puissance réduite, mais de son attitude très pacifique qui ne nuit pas aux citoyens contrairement à Kaido et Big Mom qui ont des primes bien supérieures dû à leur cruauté. Il faut aussi savoir qu'il est plus jeune qu'eux et que plusieurs dizaines d'années les séparent. Le gros boom a été la prime de Roger de 5 milliards. Imaginons maintenant que Luffy la dépasse lorsqu'il deviendra roi des pirates à son tour. Vous savez quel serait son montant? 5 milliards et 600 millions de berry. Sachant que 5 veut dire Go et 6 veut dire Mu, Gomu signifiant caoutchouc est le lien avec les pouvoirs de Luffy. Oda ferait le meilleur des clins d'œil en donnant un tel chiffre à Luffy pour sa prime finale. Maintenant, moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est la prime de Dragon. Et si elle était supérieure à tout ça? En réalité, je pense qu'elle devrait être supérieure à Roger seulement car Dragon est l'ennemi public du gouvernement. C'est lui et lui seul qui veut destituer les dragons célestes et représente le plus grand danger possible actuellement pour le gouvernement. Je ne sais pas jusqu'à quel montant elle pourrait s'élever mais ça risque d'atteindre des sommes encore plus vertigineuses. Parlant de la marine de Wano Kuni. Actuellement, la marine a beaucoup à faire. Comme nous l'avons vu au tout début du chapitre, Fujitora semblait vivre une bataille navale et représenter des signes de blessures que nous pouvons bien évidemment relier aux récents événements face aux révolutionnaires. Ils ont toujours leur force spéciale liée aux scientifiques, le fameux SSG, qui est en réalité une force antiterroriste pakistanaise. Et donc la puissance de cette force spéciale doit être vraiment haute, car les seuls personnages considérés comme terroristes dans One Piece étaient justement les Rocks. Donc une unité pouvant lutter contre de telles puissances doit être supérieure à n'importe quelle armée militaire du gouvernement ou de la marine. Nous avons de la chance, nous risquons de voir ça très bientôt, puisque la marine risque de débarquer sur Wano Kuni, car comme l'a dit Sengoku, trop de grands noms sont liés à cette île. Je pense grandement, vu la réaction d'Akainu, que l'amiral en chef est originaire de ce pays, mais c'est surtout Oden qui intrigue là-dedans. Ce personnage a vécu beaucoup trop de choses, et en étant lié à 3 grands noms, Roger, Barbe Blanche et Shanks. Lui et Wano Kuni cachent énormément de choses, et pour que ce soit autant sous-entendu, eh bien la notion d'arme antique pourrait effectivement revenir durant cet arc en étant lié de près ou de loin au Kozuki. Quel mystère autour de cette île? Pourquoi tant de grands noms y sont liés? Tant de questions qui restent cependant sans réponse, pour le moment. Nous arrivons donc à la fin de cette modeste review qui, j'espère, aura pu vous distraire un minimum, mais surtout vous apprendre quelque chose. Si j'ai pu vous faire poser diverses questions ou dresser ne serait-ce qu'un seul poil de frisson en imaginant la fin de One Piece et la conséquence d'un tel chapitre, alors je suis heureux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Peace.